Bonjour, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Vie de Femme. Vie de Femme qui reçoit pour vous aujourd'hui Dr Vital Gbagidi. Lui, il est spécialisé dans l'élevage des poulets Goliath. Les poulets Goliath, que doit-on en savoir? C'est avec notre fermier du jour. Vital, bonjour. Bonjour, monsieur Teddy. Dites-nous, nous sommes où précisément? Vous êtes sur la ferme Sainte-Antoinette qui se situe à Adjagbo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Alors ici, nous faisons spécifiquement le poulet Goliath. Alors, docteur Vital, dites-nous, c'est quoi les poulets Goliath concrètement? Un poulet Goliath, c'est une souche issue de plusieurs croisements, notamment les poulets bicyclettes du Bénin, les poulets bicyclettes du Ghana, ainsi que les mâles de Isabran. Alors, j'ai envie de vous demander tout de suite, pourquoi les appelle-t-on des poulets Goliath? Le mot Goliath, ce n'est pas une invention venant de moi, mais de son créateur, M. Kamitozi, qui a comparé le poulet Goliath vu la taille et la grosseur du poulet au Goliath de la Bible. Donc d'où le nom Goliath. Avant il disait Goliath One, mais avec le temps le One a disparu pour laisser place au poulet Goliath simplement. Alors comment les obtient-on? Pour obtenir le poulet Goliath, le créateur n'a pas pu développer en détail son croisement. Mais déjà, il faut retenir que dans le poulet Goliath, vous aurez les poulets bicyclettes du Bénin, les poulets bicyclettes du Ghana, ainsi que les mâles Isabran, qui sont des coqs. Comparativement aux autres races, qu'est-ce qui les différencie concrètement? Aujourd'hui, nous avons un pléthore de volailles et dans cette divergence-là, nous pouvons déjà dire que le poulet Goliath peut être différencié à partir de 4 semaines. Et les 4 semaines, vous allez constater que le poulet Goliath a la même couleur que son bec, la même couleur que ses pattes. Au niveau de ses pattes, vous allez voir qu'il y a des taches qui se réfèrent au plumage du poulet Goliath. Par contre, quand je prends un poulet comme le Noiler, qui peut avoir aussi le plumage du poulet Goliath, mais à la différence, c'est que le bec du Noiler, c'est noir. Aussi, avec les bicyclettes déjà, vous allez constater que le poulet Goliath pond plus que les poulets bicyclettes. Concernant leur alimentation, en tout cas, concernant l'élevage proprement dit, comment est-ce que ça se passe? L'élevage proprement dit, il faut reconnaître que nous avons trois phases en matière de production. Nous avons l'âge poussin, nous avons l'âge poulette et la production même, soit au niveau des reproducteurs. Si je veux aller vers la ponte, là je vais les diriger vers la ponte, mais si je veux avoir des poussins, là nous allons les orienter vers la reproduction. Donc déjà dans ce système-là, c'est ce que vous avez déjà. Et lorsque nous parlons toujours du système d'élevage, vous allez constater que le poulet Goliath n'est pas exigeant. Le poulet Goliath n'est pas exigeant et vous pouvez construire un habitat simple pour eux et ils vont s'adapter à cela. Voilà un peu ce qui fait la force du poulet Goliath. Mais toujours dans ce sens-là, c'est que vous n'avez pas besoin d'assez d'investissement pour avoir réellement un résultat au niveau des poulets Goliath. Et en ce qui concerne par exemple l'alimentation des poulets Goliath, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, nous avons plutôt 4 types d'alimentation que nous faisons. Alors, la première, c'est que nous avons ce qu'on appelle démarrage ponte, miette, et qui permet aux poussins de vite se développer. Ensuite, nous avons l'aliment croissance. Et ensuite, nous avons l'aliment poulette. L'aliment poulette, si nous voulons uniquement utiliser comme reproducteur. Maintenant, l'aliment pondeux, si nous voulons vendre les œufs pour la consommation. Donc, voilà un peu déjà le niveau, les différentes étapes par rapport à l'alimentation.
Et dans cet élevage, il faut reconnaître que les poulets Goliath résistent plus en termes de maladies que les autres espèces. Et le poulet Goliath, vu sa composition génétique, qui a par exemple le poulet bicyclette en lui, ça fait qu'il résiste plus aux maladies. À tous les climats. Exactement, en général. On les voit, ils sont en train de manger là. Ils mangent quoi là concrètement? Là, ils sont sur l'aliment poulette. Et c'est de la provende fabriquée par la maison. Mange-t-il uniquement de la provende ou il y a d'autres aliments qui accompagnent? C'est uniquement de la provende. Et cette provende-là, vous avez en majeure partie du maïs, vous avez du touto, le palmiste. Vous avez également ça dans la composition. Voilà. Alors, dans cette composition, il y a plusieurs nutriments, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qui favorise leur croissance rapide? Leur croissance rapide, ce qui favorise leur croissance rapide, c'est le taux de protéines que nous apportons dans leur alimentation. Donc, déjà, lorsqu'ils sont poussins, nous avons un taux en matière de protéines qui va jusqu'à 20-21% de taux de protéines. Et l'énergie tourne autour de 2900-3000 kilocalories par fois. Voilà. Dès qu'ils deviennent grands, adultes, là, nous chutons le taux de protéines pour qu'on ne puisse pas avoir trop de graisse chez ces poulets-là, ce qui peut les tuer facilement. Donc, du coup, le taux de protéines à ce niveau est de 17%. Et quand je parle de l'énergie, on tourne autour de 2500-2600 parfois. On va aborder à présent l'aspect reproduction de ces poulets Goliath. Alors, docteur, dites-nous, en termes de reproduction, comment est-ce que ça se passe chez ces poulets Goliath? Alors, chez les poulets Goliath, la reproduction, elle est simple. Nous utilisons généralement un mâle pour 3 femelles, 3 à 4 femelles. Pourquoi? À cause du taux de fertilité. Plus vous avez un nombre de femelles élevées pour un mâle, plus vous avez un taux de fertilité faible. Alors pour avoir un très bon taux de fertilité, nous, on a dans notre système ici, on adopte un mâle pour 3 femelles, un mâle pour 4 femelles. Donc c'est un peu ce que nous faisons. Maintenant, après, lorsque nous aurons les œufs, nous allons récupérer les œufs. Pendant 5 jours, nous mettons en station pour que l'œuf se stabilise. 24 heures après, nous mettons dans la couveuse pour avoir les poussins qui sont juste derrière vous. Est-ce que vous vivez de cette activité? Je vis de cette activité parce que, disons, jusqu'à l'année dernière, on vit de cette activité. Parce que lorsque vous produisez un poussin d'un jour que vous vendez à 700 francs, ou bien les œufs que vous vendez, le plateau à 9000 pour les œufs fertiles, et déjà, ça vous permet de dégager le coût de la provente et aussi avoir vos besoins, payer le personnel, avoir vos besoins personnels dedans. C'est un élevage très rentable d'ailleurs, pour le bien-être d'une personne. Alors, chers amis téléspectateurs, voilà, permettez-moi de remercier encore une fois Dr Vital Gbagidi qui a accepté marquer son passage dans ce numéro de Vie de Ferme. Si vous voulez faire comme lui, n'hésitez pas, contactez-nous au 94 00 00 54 et nous serons les bienvenus chez vous. Les Goliaths peuvent être confrontés à plusieurs cas de maladies. Et là, nous pouvons citer déjà les maladies bactériennes, c'est-à-dire les coryza, les salmonelles, les Escherichia coli. Et tout ça, c'est des agents principaux qui peuvent induire des maladies. Nous pouvons citer aussi, pour les cas de maladies virales par exemple, nous pouvons citer la maladie du Newcastle, la maladie du Gumboro, le Marek. Et il y a aussi la variole aviaire et il y a l'encéphalomyélite. Nous pouvons aussi parler des cas de maladies alimentaires. Et généralement, ces cas de maladies sont dus à des carences en vitamines
vitamine A, vitamine B, vitamine E, vitamine K également. Nous avons aussi des cas de maladies parasitaires, comme des cas de parasites externes. Nous pouvons citer par exemple les tiques, ou bien il y a les acaridiens aussi qui peuvent induire des maladies chez les espèces de Goliath. Nous pouvons aussi citer par exemple les parasites internes qui sont dus généralement à des vers. Il faut forcément, disons, respecter les mesures de biosécurité pour éviter la plupart de ces maladies-là. Il y a d'abord la vaccination qui concerne généralement les cas de maladies virales. Et pour les maladies bactériennes, il est indispensable de poser d'abord le diagnostic avant de commencer par administrer les traitements. Dès lors qu'il y a réception des poussins, par exemple, il faudra forcément passer par le nettoyage des locaux et la désinfection surtout. Il y a un élément très capital qu'on ne doit pas mettre de côté. L'eau. L'eau d'abreuvement, c'est un élément très capital. Il faut être sûr que l'eau est potable. Et généralement, sur des fermes, pour la rentabilité de l'élevage, les éleveurs préfèrent utiliser le forage. Donc, il ne faut pas faire le forage et penser que c'est fini. Si c'est nécessaire, il faut forcément faire des prélèvements, analyser au laboratoire et être sûr qu'il n'y a pas de microbes dedans. Dès lors que la nappe où on veut puiser l'eau n'est pas assez profond, généralement, on constate des cas de microbes dedans. Les salmonelles, les Escherichia coli, on les retrouve bel et bien dans le forage. Donc par rapport à ça, il faut faire la désinfection. Et maintenant, dans le circuit de l'eau, il faut s'assurer aussi que le circuit est propre. Donc au niveau du robinet, dès lors que périodiquement, on peut procéder à des analyses. Et dès lors qu'on voit qu'il y a des problèmes de microbes à l'intérieur, on peut déjà chercher à désinfecter l'eau avant d'administrer aux animaux. Bon, là aussi, si le dispositif est sous le soleil, ce n'est pas bien. Les animaux parfois ont soif, mais n'ont pas l'envie d'aller boire. Donc il faut vraiment assurer un couvert pour que l'eau soit fraîche. Amis téléspectateurs, voilà, nous sommes à la fin de ce numéro de Vie de Ferme. On se retrouve la fois prochaine pour un autre numéro.